Wissam Zelka, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous d'islamophobie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, tu es streamer politique à la Zawa Prod et militant chez Parole d'Honneur. Et tu es aussi doctorant en sociologie et tu es en train d'écrire une thèse sur les masculinités subalternes face à l'école. Ouais. C'est ça. Nous, chez Suzanne, on fait pas du tout le même travail que toi, mais on se sent quand même assez proche de vous parce qu'on a aussi choisi de faire nos contenus sur Internet. Est-ce que tu peux expliquer d'où est venue la nécessité pour toi de te tourner vers Internet et pourquoi tu n'as pas choisi des médias plus respectables, entre guillemets, pour faire passer tes messages? Parce que nous, on n'y était pas invités. Et même moi, alors historiquement, pour me replacer un peu, j'ai milité longtemps au PIR, au Parti des indigènes de la République. Et j'étais dans l'antiracisme politique. Et soit nous, on n'était pas invités, soit quand on était invités, c'était dans des mauvaises situations qui faisaient qu'on ne pouvait pas défendre un propos, qui plus est un propos qui était difficile à entendre, surtout il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, pour beaucoup, surtout les jeunes, quand on parle de blanc, ça choque pas. Mais il y a 15 ans, juste tu disais blanc à la télé, tout le monde s'excitait et tu devais avoir 30 minutes pour expliquer ce que tu entendais par blanc, mais tu n'avais pas le temps de le faire. Donc déjà, il y avait ça, le fait de ne pas être invité à la télé, que c'était difficile de défendre un propos aussi compliqué, surtout à l'époque, à la télé. Donc il a fallu aller sur Internet. Et surtout, en fait, il y a un peu le truc de nécessité, faire de nécessité vertu. C'est-à-dire que c'est pas seulement, moi ce qui m'énerverait, c'est de faire croire qu'on allait sur Internet parce que c'est la liberté d'expression. Non, c'est aussi parce qu'on a été un peu contraint d'y aller. Ouais, c'est un choix par défaut. Voilà. Aussi. Et dans cette contrainte, il y a quand même des avantages. C'est-à-dire que, et surtout nous avec Twitch, parce que ça fait un moment qu'on était sur Internet, mais en fait on était des boomers sur Facebook avec 50 personnes où personne regardait. Mais avec des plateformes comme Twitch et tout, en fait, il y a eu l'occasion déjà de faire des longues émissions. Alors, parfois, c'est 4-5 heures. Donc, il y a le temps d'expliquer un propos, il y a le temps de poser, il y a le temps de dire, bon, ça paraît compliqué, mais on va vous l'expliquer. Et il y a aussi un truc tout simple, il y a le temps d'être sympa, il y a le temps d'être... Moi, je regarde une figure qui est assez controversée, c'est celle que pour moi qui est une sœur, c'est celle de Horia Butelja. En fait, le problème, c'est que les gens ne la voyaient qu'à la télé. Ouais. À la télé, devant 10 personnes qui étaient opposées à elle. Donc, forcément, elle était très méchante, très fermée. Et sur Twitch, en fait, moi, j'ai reçu des messages en mode « Ah, mais en fait, vous êtes marrant. En fait, vous êtes rigolo. En fait, vous êtes sympa. » Donc, juste l'occasion de pouvoir discuter entre nous, avec les gens, d'échanger et d'avoir une figure un peu plus humaine, entre guillemets, et ben, ça nous a aidés. Et maintenant, j'ai envie de dire, même il y a tout un public qui est que sur Internet et qui a l'habitude de consommer ce genre de produits. C'est le truc aussi de Bourdieu, du temps long. On ne peut pas parler d'antiracisme à la télévision. Maintenant, un peu plus, mais nous, on distingue l'antiracisme moral de l'antiracisme politique. Et pour expliquer cette distinction, ça prend des heures et des heures, surtout que depuis tout petit, en fait, on t'a expliqué que le racisme, c'est simplement ne pas aimer l'autre. Voilà, mais peu importe qui est l'autre et tout, c'est juste ça. Et donc, pour nous, d'expliquer que non, le racisme, c'est pas quelque chose qui existait de tout temps, de toute époque, c'est quelque chose d'historique qui est né à un endroit spécifique, à un temps spécifique, et qui a certaines caractéristiques, et qui évolue aussi dans le temps. Il faut que tu aies 3-4 heures. Oui, voilà. C'est des conférences à faire, quoi. Mais en fait, mais c'est pas. Mais en même temps, on comprend que les gens, depuis tout petit, mais même moi, depuis tout petit, on m'a appris que en fait, le racisme, c'est juste quelque chose de moral. C'est quelqu'un qui est pas gentil. Tu sais, quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un qui est pas gentil, c'est quelqu'un qui est bête. Non. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme tout, mais en fait, alors ça, c'est un peu mon expérience personnelle. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ça, c'est que et c'est les bienfaits de l'université, c'est que j'ai l'impression que tu apprends des trucs jusqu'au collège, jusqu'au lycée, et une fois que tu arrives à la fac, on te dit, oui, voilà, on te dit, bon, alors c'était nul, on va vous expliquer vraiment comment c'était. Et je veux dire, et c'est aussi le privilège d'aller à la fac. Moi, quand je vois mes frères, parce que dans ma famille, je suis le seul à être à l'université, et je veux dire, ça a été vraiment une bouffée d'air, et aussi ça a été une joie, parce qu'en fait, il y a plein de trucs que tu révises, tu dis, ah, en fait, c'est plus compliqué que ça, et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette impression-là, de te dire allez, j'aime pas trop ce mot, mais de déconstruire tous les trucs qu'on t'apprenait un peu bêta au collège et au lycée. Et du coup, toi, tu te définis comme un militant décolonial. Est-ce que tu peux... Alors, du coup, on n'a pas 3-4 heures, mais je sais que c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est décolonial?
Bah, moi, je dirais que, en gros, décolonial, c'est d'essayer de penser. Alors, grosso modo, pour la gauche, il y a plusieurs théories, et l'une qui est la plus importante, c'est le marxisme, avec l'idée de l'analyse matérialiste de la situation et le décolonial, sans être critique du marxisme, même en l'accompagnant, permet d'interroger des théories qu'on ne questionne pas et permet de décentrer un peu le regard des théories européennes. Et se dire, mais peut-être qu'il faut aller voir dans le Sud, il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller voir des théories qui sont explorées. Et ça permet aussi de pointer les angles morts de théories européennes. Par exemple, sur le marxisme, pendant longtemps, elle a été plus ou moins, parce que alors chez Marx, on peut en trouver des brides, notamment dans la question de l'esclavage en Amérique du Nord et tout, mais permettent d'explorer des zones d'ombre, et notamment la question raciale. Mais aussi de questionner des choses qui nous paraissent, pour nous, dans le regard européen, rationaliste, universaliste, des choses qui nous paraissent questionnables, notamment le rapport à la religion. Et ça, par exemple, ça, c'est des choses qu'on voit en Amérique du Sud, où en fait, la théologie de la libération, on a des prêtres avec des militants marxistes. Donc, et tout le rapport aussi à la terre, aux spiritualités, et aussi, ce qui est beaucoup critiqué dans le décolonial, c'est, et ça on l'a très présent dans le marxisme, c'est l'idée qu'il y a une seule voie, un peu la vision linéaire de l'histoire. Il y a cette étape, on passe par ça, on passe par ça, on passe par ça, et qu'il y a une seule fin à l'humanité, c'est celle-ci, de se dire, bah non, en fait, et c'est notamment le terme qui a été développé en Amérique du Sud en opposition à l'universalisme, c'est pluriversalisme. C'est l'idée que il y a plusieurs visions du monde et c'est pas une mauvaise chose. Il y a peut-être une manière de cohabiter, même de s'enrichir à travers ces visions du monde différentes. Donc je pense que c'est vraiment ça l'apport du décolonial. Il faut qu'on décolonise aussi les milieux féministes. Et je sais que le féminisme s'ancre dans une histoire aussi où les femmes blanches se sont libérées sur le dos des femmes racisées. Et ça perdure encore aujourd'hui. Il y a tout un pan du féminisme, entre guillemets, qui n'est pas antiraciste, en fait. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Mais après, ça, c'est un peu comme aussi l'antiracisme. Ça dépend en fait de la définition qu'on donne du mot dont on parle. Par exemple, féminisme, pour tout le monde, c'est seulement la lutte des femmes. La lutte des femmes pour leurs droits. Et quand on est dans une vision abstraite, elle est juste. Effectivement, dans l'idéal, c'est la lutte des femmes pour leurs droits. Sauf que le terme féminisme, il est arrivé à une période donnée. Dans un contexte donné. Et en fait, on a l'impression qu'avant l'apparition du mot féminisme, il n'y avait pas de combat pour le droit des femmes. Et en fait, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que si on a de critique à travers le mot féminisme, c'est pas tant parce qu'on critique le combat des femmes que c'est pas le combat de n'importe quelle femme. Et en premier lieu, et ce qui se défend aussi, hein, en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il n'y a pas une notion morale. On n'est pas en train de dire que c'est bien, c'est mal, mais il faut comprendre comment tel combat émerge à telle époque et que il est aussi le fruit de cette époque. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le féminisme, il est né en Occident à une certaine période, porté par certaines femmes qui avaient aussi des raisons de mener cette lutte. On n'est pas en train de dire que cette lutte était illégitime, mais que donc elle porte en elle certaines critiques, certains défauts, certains angles morts. Et comme tu l'as dit, c'est le livre aussi de Les féministes blanches et l'Empire, de Stella Meliani Belkacem et Félix Baudiou et Walt J.P., et qui montre que, oui, au début, avec l'aveuglement sur la question raciale, ou peut-être que il y avait stratégiquement l'idée que va atteindre davantage de droits, beaucoup de féministes ont mené le combat féministe, sur le dos autant des hommes noirs et arabes que des femmes noires et arabes. Mais je pense que ça, maintenant, c'est... en fait, ce qui est intéressant, c'est... il y a eu des critiques qui ont été faites à l'égard du mouvement féministe, mais ce qu'il faut aussi admettre, c'est qu'il y a eu aussi des avancées énormes. Moi, en fait, j'aime pas aussi qu'on soit trop... il faut décoloniser, comme s'il n'y avait rien eu qui a été fait. Moi, je trouve que l'exemple le plus parlant des avancées féministes sur cette question, alors déjà, on dit féminisme, mais il y en a, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais il y en a 150 groupes. Mais moi, je trouve que l'exemple le plus parlant de ça, c'est les positions féministes à l'égard de la question de la Palestine. Moi, juste en 2014, c'était encore très difficile
d'avoir des organisations féministes qui s'engagent vraiment dans la lutte palestinienne. Et là, on voit que malgré tout le discours de l'État autour des Palestiniens ou du monde arabe, comme le monde qui est fondamentalement sexiste, violeur, agresseur de femmes, et ben là, on voit que le mouvement féministe, et je dirais même peut-être dans sa majorité, refuse d'aller dans ce dialogue-là et soutient malgré tout la lutte palestinienne. Et on voit que d'ailleurs, c'est ça qui inquiète Aurore Berger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qu'il y avait Aurore Berger qui avait fait... qui avait demandé une enquête sur les milieux féministes par rapport à la question palestinienne. Oui, comme quoi on était dans l'apologie du terrorisme. Voilà. Et ben moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a l'État qui est vraiment inquiet sur ça. Et donc, sur le féminisme civilisationnel, c'est un peu comme le truc des coloniales. C'est l'idée de se dire qu'il y a une seule manière de défendre le combat des femmes et surtout, il y a une seule manière d'être libre en tant que femme. Et c'est la nôtre, c'est celle des Européens, c'est celle des Blancs, c'est celle des chrétiens ou j'en sais rien. Mais oui, c'est celle qui est occidentale et de ne pas voir que, on va en parler, mais la question de la liberté, c'est peut-être pour certaines la liberté de mettre son voile. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant et de montrer en fait la pluralité qu'il y a dans qu'est-ce que c'est être une femme, quelles sont les relations avec les autres, quelles sont les relations avec les autres hommes. Donc c'est aussi de montrer la diversité qu'il y a dans l'identité qu'on dit femme et dans les combats autour des femmes. Et notamment, c'est une question qui est soulevée dans l'antiracisme, parce qu'en fait, dans le combat féministe, il y a beaucoup, dans le cliché, il y a beaucoup l'opposition homme-femme. Et en fait, il y a des questions qui viennent, notamment la question raciale, et c'est ce que développe j'ai parlé d'Ouria Boutadja, mais c'est aussi Françoise Vergès, et aussi une féministe en Amérique du Sud, Viveros, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est La couleur des hommes, et qui expliquait que malheureusement, le contexte fait que, dans certains cas, le combat des femmes, par exemple des femmes noires, arabes, des femmes non blanches, passe aussi par la libération des hommes noirs et arabes. Avec l'idée que le racisme que subissent les hommes noirs et arabes, les premières victimes de ça, ce sont aussi les femmes noires et arabes. Donc c'est là où ça apporte une complexité, et en plus, moi, que je trouve intéressante. Il ne faut pas seulement être dans la leçon morale en mode vous n'avez pas compris, mais aussi de voir comment ça enrichit aussi le propos. Et qu'on peut voir aussi des points communs, notamment apportés par le féminisme marxiste, avec l'idée de, on est aussi le prolo de l'homme prolétaire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut aussi pas se questionner sur la libération aussi de l'homme prolétaire. Donc c'est ça que je trouve, en fait, d'éviter les oppositions, de voir comment ça peut s'articuler. Sur la question du voile, on a choisi de mettre un collage du mouvement féministe, collage contre l'islamophobie, qui s'est écrit Mon voile, mon choix. Et ça, je sais qu'en tant que féministe blanche, c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire en fait... la base du féminisme, c'est la question du choix et de se battre pour la liberté de choix de toutes. Et tu disais dans un stream que finalement, c'était ce qu'on en pense du voile, c'est pas très important individuellement en tant que femme ou en tant que féministe. Ce qui compte, c'est de rien imposer à personne et de même soutenir la lutte de celles qui choisissent. Et c'est un truc qui est polarisé en plus en France, parce que l'extrême droite l'utilise beaucoup pour être raciste, en fait, plus que féministe, évidemment. Mais pour expliquer ça, il faut, et c'est la distinction qu'on fait entre antiracisme politique et antiracisme moral. Il y a un propos que déjà le PIR tenait, le Parti des indigènes et l'antiracisme politique tenait il y a 20 ans, et qui peut choquer, mais c'est l'idée que nous, en réalité, on s'en fout de savoir si les gens aiment les Noirs et les Arabes. Et même pire, personnellement, les gens ont le droit de ne pas aimer les Noirs et les Arabes. C'est-à-dire que tant que ça reste un point de vue personnel, c'est-à-dire que si mon voisin m'aime pas, je m'en fiche. Toujours la question, c'est la question du pouvoir. Ça devient un problème quand mon voisin a le pouvoir, parce qu'il m'aime pas, de nuire à ma liberté, de nuire à ma vie et tout. Mais tant que ça reste dans l'opinion personnelle, il n'y a pas de souci. Et on dit pareil avec l'islam, et on reviendra après sur l'islamophobie, mais en réalité, les gens ont tout à fait le droit de ne pas aimer l'islam. Je veux dire, moi, les gens ont le droit de penser que l'islam, c'est la pire des religions, l'islam, c'est une religion de débiles.
franchement, je Tu m'en t'en fous. fous. Voilà, Ouais. c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion. Comme moi, il y a des choses que j'aime pas. Par contre, l'idée, c'est que c'est pas parce que tu n'aimes pas ma religion qu'il faut m'empêcher de vivre ma religion. Et c'est pareil avec le voile. Et du point de vue féministe, moi, en fait, moi, je peux comprendre totalement. Et je trouve ça même cohérent quand on voit certains développements féministes qui sont intéressants et que, en fait, même dans les féministes qui ont pu être islamophobes, ça n'empêche pas. Et ça aussi, c'est une petite parenthèse, mais c'est pas parce que certaines ont une position ou certaines ont une position problématique sur un sujet qu'il faut tout jeter. Voilà, il y a une complexité. Moi, je pense par exemple à Gisèle Halimi. Ouais. Gisèle Halimi qui a été très Oui. nulle sur la question du voile. Mais c'est une pas parce qu'elle figure est... Voilà, c'est une féministe figure très féministe importante. extrêmement importante. Et c'est aussi intéressant. Qui s'est battue aussi pour Oui, la pour reconnaissance l'Algérie, de la voilà, torture en Algérie. Donc moi, il y a un peu cette tendance à tout jeter à partir du moment où elle a eu un avis catastrophique sur un truc que je trouve pas intéressant, même si ça peut nous empêcher d'avancer sur certaines idées. Et on reprend aussi l'exemple de Christine Delphi. Mais Ouais. c'est quelque chose qui est fait avec qu'elle Faut a des pas positions- cancel des Voilà, elle gens a qui des sont de notre positions côté, quoi. transphobes, Ouais. Elle a des positions transphobes, ça Ouais. n'empêche pas que tout le développement féministe qu'elle a développé, il est super intéressant. Faut faire la part des choses. Voilà. Et, ouais. Et d'ailleurs, moi, je pense à Cassandre, qui est un collègue de stream, qui est un homme trans, et lui-même dit ce sujet-là. J'ai l'impression que même les militants trans ont adhéré à cette idée que, bon, sur ce sujet, elle est nulle, mais ça reste intéressant. Ok. Et sur la question du voile, moi, je comprends tout à fait que pour certaines féministes, le voile, ce soit pas un objet féministe. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est développé par d'autres militants de dire « Ah mais non, mais ça, c'est aussi un objet féministe ». Ça, c'est un débat dans lequel je ne veux même pas rentrer, de savoir si c'est féministe ou pas. Mais je peux comprendre que pour certaines, ça l'est pas, que c'est le signe d'une domination patriarcale. Mais comme disait déjà Christine Delphi dans les années 2000, elle disait « Mais c'est quand même étrange qu'en France, l'objet patriarcal par excellence, ce soit le voile ». On aurait pu trouver d'autres choses. On aurait pu trouver les talons. On aurait pu trouver la mini-jupe. Le soutien-gorge. Ouais, Ouais. des choses. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah ben c'est bizarre, le voile, il n'y a que les femmes qui le mettent. » Bah oui, comme les talons. Je veux dire, en plein de général, trucs, ouais. Ouais. pourquoi on ne vous voit pas marcher en talons, par exemple, tu vois, donc, Ouais. donc, je veux dire, il y a cette idée-là. D'ailleurs, c'est quand même bizarre que ce soit le voile l'objet sexiste par excellence en France, alors qu'il y en a d'autres. Donc, il y a le racisme qui est là. Et aussi, c'est pas parce qu'on considère que c'est un objet qui est patriarcal et qui est pour le plaisir des yeux de l'homme ou que sais-je, qu'il faut l'interdire aux femmes de le porter, comme on le fait avec les talons, comme on le fait avec les mini-jupes. Moi, il ne me semble pas qu'actuellement, le combat des féministes, ce soit d'interdire les talons. Et même au contraire, il se développe aussi des discours De réappropriation, d'empowerment à travers des objets oui. qui sont de base patriarcaux. Ouais. Et je veux dire, et parfois, il y a des choses où tu as conscience du côté un peu problématique entre guillemets de l'objet, et tu peux quand même te faire plaisir. Moi, il y a aussi le truc, parfois c'est pas grave. Moi, je regarde des films qui sont assez problématiques politiquement, je me dis bon, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, mais je reste un militant antiraciste. Parfois, je pense qu'il faut aussi qu'on se déculpabilise et qu'on se dise c'est bon, voilà, il y a des plaisirs. Non, et puis surtout derrière sur la question du voile, il y a un côté hyper paternaliste et infantilisant, qui est de dire mais vous savez pas vraiment ce qui est bien pour vous parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes musulmanes, vous êtes aliénées, vous réfléchissez pas, on va vous expliquer. Il y a aussi ça sur la question de l'avortement, c'est hyper paternaliste de dire que vous n'êtes pas capable de choisir et de décider par vous-même. Oui, on enlève toute leur ingentivité, et même il y a aussi ça, il y a aussi l'idée que en fait elles obéissent à leurs hommes. Ouais. Que ce soit leurs petits frères, leurs grands frères, leur père, leur mari. Et en fait, mais ça, c'est un truc. Mais en plus, ce qui m'amuse, c'est le truc le plus anti-féministe qui soit. D'ailleurs, on donne pas, on n'a pas du tout l'idée qu'elles ont fait le choix de porter ce hijab. Mais après, ce qui est un peu dangereux, c'est que maintenant, il se développe un autre discours parce que ça devient de moins en moins ce discours en mode elles obéissent à leurs hommes. Et comme elles voient que, en fait, il y a des femmes qui portent le hijab et qui s'affirment en disant non, j'ai fait la liberté de porter, et maintenant c'est en mode c'est les alliés des islamistes, et donc elles-mêmes sont présentées comme des islamistes qui veulent conquérir le pouvoir. Donc on voit qu'il y a une dérive un peu là-dessus, mais soit elles sont bêtes, soit elles sont méchantes. Voilà, soit elles sont méchantes. Mais ce qui est positif, c'est que là aussi il y a encore une avancée importante dans les milieux féministes, où j'ai l'impression que dans les féministes de gauche, maintenant, je veux dire, c'est plus un combat de lutter contre le port du voile. C'est vraiment les féministes institutionnelles et
qui ont pas de crédibilité dans le milieu féministe. Donc, Oui. ça aussi, Mais c'est une avancée. c'est elles qui ont les micros. En général, Oui. c'est elles qui sont invitées dans les médias dominants. Oui, oui. Mais bon, C'est les Caroline Fourest et compagnie, quoi. Oui, mais bon, oui, moi je suis d'accord, mais Mais les féministes sérieuses... ouais, et j'ai Ouais. l'impression que quand je regarde sur la jeunesse et notamment les jeunes femmes, déjà elles vont pas écouter Caroline Fourest, Non. et c'est plus sur Internet. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir et je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup les gens. Quand tu regardes les sondages et les trucs d'opinion dans la jeunesse, il y a beaucoup plus de tolérance par rapport à ça. En fait, tu regardes même les jeunes seraient même prêts, par exemple, à ce qu'il y ait le voile à l'école. Mais c'est aussi le signe de l'époque, c'est que bon, je veux dire, on a grandi avec ça, on a Oui, c'est bon, quoi. Oui, voilà, tout le monde s'en fout, quoi. On a Ouais. l'habitude. Il n'y a pas de problème de cohabiter. Et sur le truc, c'est que, en fait, mais je pense qu'on va y revenir sur la question de l'islamophobie. Ouais, on peut en parler maintenant, justement, parce que effectivement, nous, on a l'impression que c'est bon. On peut s'en remettre de ça, de cette histoire de voile et de... Ou même, il y a des enquêtes qui montrent que les gens sont moins racistes qu'avant, globalement. Et pour autant, l'islamophobie dans les médias, ça a explosé. Genre, c'est roue libre sur l'islamophobie. J'ai regardé hier Médias de la haine là, de Off Investigation. Ouais. Je sais pas si tu as vu. Le documentaire Le documentaire, ouais, où en fait, tu vois depuis les rachats de toutes les chaînes par les milliardaires d'extrême droite que c'est open bar sur l'islamophobie. Donc, ça fait peur aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça, déjà comment tu définis toi l'islamophobie et qui ça touche, parce que ça touche pas que les musulmans et les musulmanes, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est roue libre sur les musulmans? Alors, déjà, ouais, avant ça, sur le truc du racisme, et les gens sont moins en moins racistes, en fait, je trouve ça intéressant parce que oui, il y a tout le truc, toute la sphère médiatico-politique que nous, on trouve beaucoup plus radicalement raciste que les gens lambda. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que les gens qui vivent avec des Noirs et des Arabes sont moins racistes. Et c'est Tiberi, d'ailleurs, qui, dans un dernier livre, qui montrait qu'il ne faut pas exagérer aussi la montée des idées d'extrême droite, que les gens sont de plus en plus tolérants, et qu'en fait, tu vois que beaucoup de votes d'extrême droite, c'est là où il y a le moins de Noirs et d'Arabes. Donc, dans les petits villages... Et qu'en fait, ils sont... inondés par la télé, ils ne croient que ce qu'ils voient à la télé. Donc c'est ça qui est assez intéressant, mais ça veut dire qu'il y a aussi un combat à faire sur la sphère médiatique, et aussi un combat à faire peut-être pas seulement à la télé, mais aussi de faire du terrain dans le rural. Donc nous, on est beaucoup critiques sur Ruffin, mais il faut aussi se dire que les petites villes et tout, il y a aussi un travail à faire. C'est pas parce que la vision de Ruffin est problématique qu'il n'y a pas un fond de vérité sur ça. Et sur l'islamophobie, nous, grosso modo, on dit que c'est la discrimination à l'égard de personnes musulmanes ou considérées comme telles. Okay. Parce que, en fait, le problème de l'islamophobie, c'est qu'il y en a qui sont victimes et qui ne sont pas forcément musulmans. C'est parce qu'il y a un énorme amalgame entre arabes, maghrébins, musulmans, et tout est... En fait, les gens... Parce que déjà, sur le terme islamophobie, il y a des gens qui nous saoulent comme quoi le terme serait problématique, il ne serait pas parfait, c'est pas une phobie, puis la phobie de l'islam et tout. Le premier point à se dire, c'est qu'il n'y a aucun terme qui est parfait. Il n'y a pas de terme qu'on pourrait dire c'est bon, il a aucun défaut et tout. Bon, on prend un terme tout simple, l'antisémitisme. L'antisémitisme, tu as beaucoup de gens, et d'ailleurs ça nous saoule chez nous, des Arabes qui vont dire non, mais l'antisémitisme ça marche pas parce que nous aussi on est sémites. Et on est en mode c'est bon, on s'en fout. On s'en fout que l'usage courant fait que... Voilà, l'usage courant, le militantisme a fait que maintenant, pour parler de la haine des juifs, c'est le terme antisémitisme qui s'impose. On va pas en discuter 3 heures. On parle d'antisémitisme, c'est tout. Et moi, je pense que maintenant, il faut passer à cette étape sur le terme islamophobie. Oui, il n'est pas parfait. Moi, le mot phobie, il me dérange. Voilà, il y a aussi des critiques marxistes à l'égard de ça qui sont intéressantes, mais qui, en même temps, disent voilà, le terme n'est pas parfait, mais on a compris qu'on parlait de la haine à l'égard des musulmans et considérée comme telle. Et aussi, pourquoi c'est un racisme ? Parce qu'au fond, c'est pas vraiment... dire, les gens n'aiment pas l'islam parce que l'islam serait forcément, fondamentalement une mauvaise religion. Parce qu'en fait, quand on regarde les textes et qu'on regarde des textes qu'il y a dans le christianisme ou qu'il y a dans le judaïsme, c'est un peu pareil. Il y a aussi des dingueries. Tu peux trouver les mêmes dingueries, tu peux trouver les mêmes interprétations, que ce soit dans les deux textes. Donc, c'est pas ça. Pourquoi c'est un racisme ? Parce qu'en fait, dans l'imaginaire des gens, l'islam, c'est quoi ? L'islam, c'est la religion des immigrés. C'est la religion des gens qui ne sont pas français. C'est la religion des Noirs et des Arabes. Quand ils voient un Noir et un Arabe, ils vont stipuler que
ben, c'est des musulmans. Et quand on imagine un musulman, on imagine souvent un noir et un arabe. Comme quoi, l'islam, elle est profondément racialisée. Et ça, c'est un processus qu'on a pu voir aussi avec le judaïsme. Il y a eu un processus de racialisation. C'est plus seulement une religion, c'est aussi une race. Donc, et ce qui est... il y avait un livre là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est Musulmans, une assignation, et c'était une question, et qui avait fait une enquête chez des personnes considérées comme musulmanes et qui a été chez des personnes arabes qui en fait n'étaient pas musulmanes. Mais qui, tellement il y avait de l'islamophobie dans la société, refusaient de dire devant des Blancs qu'elles n'étaient pas musulmanes. Notamment pour lutter contre l'islamophobie et par refus d'être un peu le bon arabe. Parce qu'en fait, le bon arabe, c'est l'arabe qui boit du vin, l'arabe, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà, qui est assimilé à la culture française. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment l'islamophobie, pourquoi c'est un racisme, c'est que ça peut atteindre des gens qui, juste parce qu'ils sont noirs et arabes, peuvent être vus comme musulmans, et donc comme ils vont être vus comme musulmans, vont être vus comme fondamentalement réactionnaires, homophobes, sexistes, antisémites. Et donc c'est pour ça que c'est important de noter d'insister sur le facteur racial. Parce que, encore une fois, les gens ont le droit de ne pas aimer la religion, les gens ont le droit de ne pas aimer l'islam, les gens ont le droit de... Mais ce qui est important, c'est de montrer que, en fait, pourquoi c'est aussi une islamophobie ? Parce qu'il y a toute une politique d'État, toute une politique institutionnelle qui veut empêcher aux musulmans de pouvoir vivre leur islamité. Alors, on s'entend bien, par exemple, imaginons... En fait, il faudrait s'interroger sur quelles sont les règles communes qui permettent de dire que là, la religion, en fait, cette manière de vivre la religion est acceptable. Parce que c'est pas parce qu'il y a la liberté religieuse qu'il faut tout autoriser. Imaginons que par nom de la liberté religieuse, alors il y a certains courants dans l'islam, mais aussi dans le judaïsme, qui pourraient dire que ma liberté religieuse me permettrait de me marier avec des mineurs. Eh ben, on est tous d'accord. Là, les lois de l'État viennent dire, les lois de l'État, c'est non. En fait, au-delà de l'État, c'est des trucs à dire. C'est des trucs à décider en commun. Oui. Il me semble que la majorité de la population en France, et même les musulmans eux-mêmes, en France, seraient non pour l'idée. Et d'ailleurs, ce qui me fait... Alors, une petite parenthèse, parce que le truc qui tourne beaucoup en France en ce moment sur l'islamophobie, c'est de dire, dans les textes religieux, vous pouvez marier des jeunes filles de 9 ans. Et là, et en fait, on voit le truc totalement abstrait. Parce que quand tu vois les musulmans d'aujourd'hui, quand tu vois dans les textes de rap, le truc qui revient souvent, c'est le truc anti-pédophile. Ouais. Et même à Freeze Corleone sur peine de mort pour les pédos et tout. Et tu vois un peu le truc, mais il veut dire, là, vous êtes dans l'abstraction des textes. Regardez les musulmans dans la réalité en France. Et ben, les musulmans dans la réalité en France, ils ne sont pas favorables au mariage des mineurs. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire quelles sont les règles communes sur lesquelles on peut s'entendre. Et à partir du moment où sa manière de vivre son islamité ne dérange pas les règles communes qu'on trouve respectables, il n'y a aucune raison de l'interdire. Et ça, c'est la question qu'on va se poser sur le voile, par exemple. Est-ce que interdire le voile sur l'espace public, est-ce que c'est un problème pour qui ? Et pourquoi c'est un problème ? Si c'est un problème juste pour les racistes, parce qu'ils n'ont pas envie de voir de femmes apportant le hijab sur l'espace public, et en réalité, en fait, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est des Arabes vivant leur liberté sur parce qu'ils s'en foutent des femmes, sinon ils mettraient en place des vraies politiques féministes qu'on connaît, qu'on n'arrête pas de demander depuis des années. Donc c'est ça la question, c'est veut dire... Le problème de l'islamophobie, ça devient un problème quand ça empêche, quand ça bride la liberté religieuse des personnes qui, en fait, ne contreviennent pas. Je ne veux pas dire à la loi, parce que, en fait, ce qui est dangereux avec le discours autour de la loi, c'est qu'on est vite piégé si la loi elle devient fasciste. Si on le voit bien actuellement. Sûr, carrément. On le voit aussi aux États-Unis et tout. Dire, vu l'époque, ça peut vite dériver sur un truc fasciste. Et notamment, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire. Et aussi, le truc de la loi, je rappelle qu'à un moment donné, l'avortement était interdit. Non, donc mais complètement. Faut être prudent. Et il peut redevenir interdit d'un moment à l'autre. Donc le truc, c'est que c'est interdit par la loi et tout. Mais plus, de dire, quelles sont les règles communes que nous, sur lesquelles on peut s'entendre. Parlons-en, quoi. Et d'ailleurs, il y a sur ce sujet-là, la question de la laïcité est complètement instrumentalisée et mal comprise, parce qu'à l'origine, c'est aussi un devoir de la part de l'État de protéger le droit de pratiquer sa religion des citoyens et de ne pas interférer. Et ça a changé, il y a eu un glissement où c'est devenu, parce que pour des raisons de laïcité, on va empêcher les femmes de porter le hijab dans des lieux publics, alors qu'à la base, dans la loi, c'était pas ça. Le devoir de neutralité, c'est que pour les fonctionnaires, c'est pas pour les mamans.
Donc en fait, là, on vient empiéter sur la liberté des personnes de pratiquer leur religion, et que celle des musulmans. Parce que les cathos, il n'y a pas de problème pour les prières de rue et tout, alors que c'est interdit aussi, ça. Donc il y a une instrumentalisation de la laïcité qui est une valeur républicaine pour des idées racistes. Et ça, c'est grave. En plus, nous, alors... Il y a même des trucs, on peut questionner la loi de 1905 et tout. Par exemple, la neutralité pour les fonctionnaires, c'est un truc qui a questionné. Par exemple, on voit au Canada où tu as des policiers, des policières qui portent le hijab. Oui. Donc, je veux dire, on pourrait le Pourquoi questionner pas, même. Oui, non, mais en plus, Angleterre aussi. Mais nous, vu le contexte là actuellement, on est en mode, mais déjà la loi de 1905, les gens, la neutralité et tout, parce qu'on arrive à des dérives et on voit que c'est racial avec ces dérives. Par exemple, la baya. Ouais. Comment ne pas admettre le caractère racial de l'islamophobie et de cette instrumentalisation? Juste l'abaya, c'est une robe longue. Oui. Non, mais on dit oui. C'est pas religieux en plus. C'est pas religieux. Mais alors, petite parenthèse aussi sur ça, c'est moi, il y a un extrait qui tourne pas mal de mois où c'est juste sous-titré "Le voile est obligatoire en islam". Alors, je ressens parce qu'il y avait un débat, il y avait une féministe de droite qui venait critiquer le voile. Et qui, pour justifier les lois islamophobes, disait « Mais en plus, le voile, il n'est pas obligatoire en islam. » Et moi, ce que je disais, mais ça, on s'en fout. Ouais. On s'en fout de ça. L'État n'a pas à savoir si le voile, il est obligatoire ou pas obligatoire. Et ce que je disais qu'actuellement, parce que moi, j'ai une vision dynamique de l'islam et je ne suis pas en mode « l'islam, c'est ça et ça évolue pas dans l'histoire ». Je veux dire, il faut regarder mes trucs, j'arrête pas de le dire, les gens. L'islam de l'an 1400, c'est pas l'islam de 2000. Il y a eu plein de débats, il y a 150 courants. Mais comme toutes les religions. Voilà, comme toutes les religions. Mais je disais, mais là, en ce moment, actuellement, traditionnellement, l'hégémonie fait que pour la majorité des savants, c'est obligatoire. Voilà. Moi, je le questionne, ça, mais je disais, mais ça, c'est pas un débat qu'on doit nous avoir en tant que l'État doit avoir. L'État, il est laïque, c'est pas à lui de savoir si le voile est obligatoire ou pas. C'est aux savants. Et moi, je suis d'avis que plus on va relâcher la pression sur les musulmans, moins il va y avoir d'islamophobie, moins les musulmans vont se sentir insultés, parqués, discriminés. Il y a une réactance aussi. Voilà, il y a une réactance. C'est normal. Moins il va y avoir ça, plus ils vont être un peu souples sur leur lecture. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, c'est pas à l'État de décider de ça, c'est à nous, musulmans, d'avoir des discussions autour de ça. Et donc, voilà, l'État, il est neutre sur tout ça. Et sur la laïcité, oui, sur l'abaya et tout. On peut rappeler peut-être que c'est un truc qui est périodique, que tous les 6 mois, il y a une polémique qui est vraiment créée de toutes pièces. Oui, on voit avec le burkini. Voilà, c'est ça. Et l'abaya, là, c'était pour interdire aux collégiennes et aux lycéennes de venir avec des robes longues. Et alors que ça n'a rien de religieux, c'est culturel. Et puis pourquoi on veut contrôler les fringues des adolescentes, en fait? C'est cringe de faire ça. Bah oui, non, mais maintenant on veut même... En fait, en gros, et c'est là où on voit le caractère racial, c'est-à-dire que si c'est une femme arabe ou noire qui vient à l'école et qui souvent porte des robes longues, eh ben on va juger que c'est un signe religieux et que donc il faut l'interdire. Et donc c'est là qu'on voit le caractère racial. On a même un kimono, je veux dire, ça avait fait la une, il y a une jeune fille qui était venue avec un kimono, et comme elle était musulmane ou supposée comme telle, et on lui a interdit parce qu'on a dit que c'était une abaya et tout. Et en fait, et là il y a un truc, c'est on vient à l'absurdité de la situation où on veut absolument interdire tout signe religieux ou toute connotation religieuse à l'école. Alors déjà, il faut se dire, mais la laïcité, est-ce que c'est pour moi, dans ma tête, c'était seulement les profs qui devaient être neutres. Oui. Les élèves peuvent avoir des opinions religieuses et tout. Et en fait, c'est pour ça que j'avais proposé à un moment donné, on n'a qu'à dire que la gomme rouge, c'est un signe islamique. Voilà. Et de voir quelles seront leurs réactions. Mais je pense que ce serait possible qu'ils pètent des câbles, parce qu'ils ne veulent absolument pas. Mais en fait, là-dedans, au fond, il y a une volonté juste que les musulmans, de dompter les musulmans. Et que les musulmans arrêtent d'exprimer leur islamité. Mais ça, malheureusement pour eux, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que c'est la liberté individuelle. Et même, il y a un truc intéressant là-dedans, c'est qu'en 2004, quand il y avait tout le débat autour du voile à l'école, quelque chose qui revenait souvent, et c'est là l'aspect civilisateur et du féminisme civilisationnel, de l'idée on va les libérer, le discours qui a été mobilisé pour interdire le voile à l'école, c'était de dire ça va leur permettre d'être émancipées. Elles sont dominées dans leur famille. À l'école, elles vont pouvoir enlever leur voile. C'est la République. La liberté et tout. Mais j'ai envie de dire, mais faisons le bilan de ça.
tous les discours de droite et d'extrême droite n'arrêtent pas de dire qu'il y a de plus en plus de voiles. C'est donc que la stratégie d'interdire le voile à l'école ne marche pas. C'est donc qu'il y a d'autres raisons qui amènent les jeunes filles à porter le hijab. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des sociologues qui ont étudié la question et qui montrent d'ailleurs que les politiques islamophobes, notamment par réactance, notamment par volonté de protéger une identité qui est sans cesse attaquée, notamment l'idée de protéger sa famille, de défendre l'honneur, dire tu as beaucoup de jeunes filles, ils voient le traitement de sa mère et par volonté de résistance et de défendre cette identité qui est insultée, va mettre le hijab. Donc, c'est là qu'on voit un peu l'absurdité de ces politiques qui n'a aucune inefficacité. Et c'est là qu'on voit que parfois aussi le racisme, parce qu'il y a beaucoup de lectures marxistes autour de qui sont trop économicistes et qui expliquent le racisme à travers des intérêts économiques. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, les logiques libérales voudraient que, tu vois, par exemple, le hijab de sport, qui avait fait polémique, le burkini, qui avait fait polémique, en fait, une politique totalement libérale, et on le voit dans le mode anglo-saxon, c'est en mode, donc ça se vend. Tu vois, que Nike fait des hijabs de sport, ça se vend, il y a un marché là-dessus. Voilà, il y a un marché, on s'en fout. Et d'ailleurs, Macron, en 2017, qui avait convaincu beaucoup de musulmans, était un peu dans cette optique-là. Et on voit la radicalisation. Il était un peu en mode, les femmes qui portent la hijab, dans quel travail ? Allez travailler, je m'en fous que vous portez le hijab et tout. Et que là, on voit qu'en France et dans beaucoup de pays occidentaux, ça devient pathologique. C'est-à-dire que même quand ça sert les intérêts économiques, ils le refusent. Ils le refusent, mais pourquoi ils le refusent ? Parce qu'en fait, il y a une inquiétude en France, et c'est là toute l'hypocrisie française autour de l'universalisme. Je ne vois pas les couleurs. Pays des Lumières. Voilà, pays des Lumières et tout. La France est une et indivisible, on est tous des citoyens. Au fond, non. La France se pense encore profondément blanche et chrétienne. Et quand ils voient de plus en plus d'individus affirmer leur islamité et de plus en plus d'individus qui n'ont plus honte d'être noirs et arabes et tout, pour eux, ça pose un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup un discours qui est dit qui fait que il y a 50 ans, vous étiez plus discret, vos parents étaient plus discrets et tout. Les femmes portaient pas le hijab, Voilà. Mais paradoxalement, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et pour eux, c'est le signe de la non-intégration de ces jeunes filles, par exemple, ou de ces jeunes garçons. Mais ce que montrent les sociologues quand ils vont faire les enquêtes auprès de ces jeunes musulmans, c'est qu'au contraire, c'est le signe de leur intégration. C'est-à-dire que les parents se cachaient et avaient un peu du mal à l'idée de mettre le voile parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux. Ouais. Mais les jeunes musulmans mettent le voile ou affirment de porter leur barbe ou même se promener en djellaba parce qu'ils en mode je suis dans mon pays. Je suis français. Je peux être je suis vraiment. Voilà, je peux être qui je suis. C'est pas la liberté religieuse, la France, je comprends pas. Donc c'est paradoxalement le signe de la plus grande intégration religieuse. Donc c'est ça qui est intéressant à voir dans le truc de la laïcité et comment maintenant c'est mobilisé, par un truc totalement raciste. Et c'est pas pour rien que maintenant ils veulent rajouter laïcité dans le truc, égalité, liberté. Alors qu'ils comprennent pas le concept en vrai. Mais après c'est aussi un truc à discuter, quoi. Mais en fait c'est. Le problème, ce serait de dire qu'il n'y a qu'une seule forme de laïcité. Et en fait, il y a juste à voir toutes les laïcités un peu partout dans le monde pour voir que non, il y a 150 formes de laïcité. Et donc, c'est un sujet politique. Quelle est la laïcité qu'on veut mettre en place ? Et nous, on est pour une laïcité dans laquelle... Et moi, je trouve que le modèle de l'État neutre est très intéressant. Il n'a pas à se mêler de ses affaires. Tant que les libertés sont assurées pour tout le monde, la liberté individuelle et la liberté publique, tant qu'elles sont assurées, allons-y. Je veux dire... Moi, on prend l'exemple du hijab, mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que nous, on est pour que les juifs puissent venir à l'école en kippa. Oui. Pourquoi ça vous dérange ? J'en ai rien à foutre. Même au contraire, je trouve que ça serait trop cool d'avoir une jeune fille avec le voile, un autre en kippa, et que, je veux dire, c'est pas le modèle rêvé d'une société, qu'on est ensemble dans une classe et que tout se passe bien. Quel est le problème ? Mais c'était ça le projet à la base, quoi. Oui. Je veux bien qu'on parle de la responsabilité des ultralibéraux dans la montée de l'islamophobie, parce que c'est pas que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui alimentent aussi toutes les polémiques. Je pense à Gabriel Attal notamment sur l'abaya, qui va récupérer le mouvement Femmes, Vie, Liberté des Iraniennes pour dire regardez, c'est pas bien le voile, bravo les filles, libérez-vous, et qui va complètement à côté de ça essayer de contrôler les collégiennes sur ce qu'elles portent, qui propose des lois aussi, loi immigration, loi séparatisme. Je veux bien que tu parles un petit peu de tout ça et de pourquoi c'est dangereux, pourquoi ils font le jeu de l'extrême droite, et pourquoi ça les arrange bien aussi que Marine Le Pen soit au second tour à chaque fois. Pour moi, là, on ne peut pas comprendre tout ça et cette radicalisation raciste
sans comprendre en fait le contexte géopolitique international et aussi en fait le contexte économique. Il y a une radicalisation raciste parce qu'il y a une crise économique historique. Et en fait, les politiques libérales ne peuvent plus tenir. C'est-à-dire que même l'une des raisons pour lesquelles le RN gagne aussi, c'est qu'il se prétend défenseur des classes populaires, des pauvres petits blancs qui souffrent et tout. Et en fait, les libéraux ont compris que seulement mettre des politiques libérales ne va pas marcher. On l'a vu avec les Gilets jaunes et tout. Il va y avoir un soulèvement populaire. Et en fait, le moyen, et c'est à chaque fois, là, l'histoire se répète, le moyen de calmer cette colère populaire, ou au moins de détourner cette colère populaire, comme d'habitude, c'est sur... alors, à l'époque, c'était sur les Juifs, sur les Roms. Maintenant, ça va être davantage sur les Noirs et les Arabes, et en particulier sur les musulmans. Donc, en fait, c'est ce que nous, on appelle le pacte racial. C'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'en fait, la logique voudrait que devant les intérêts de classe, il y ait une alliance des classes populaires, de toutes les classes populaires, c'est-à-dire des Noirs, des Arabes, des Blancs pauvres, de cette alliance-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on critique l'aveuglement des marxistes sur cette question, même s'ils sont revenus dessus, c'est de dire, mais vous oubliez que le racisme, c'est aussi un truc de gauche. Il y a aussi une division, il y a aussi du racisme. Aux États-Unis, il y avait des syndicats qui refusaient les Noirs. Le projet colonial, ça a été aussi un projet de gauche. Mais voilà, c'est... Par rapport à cette peur, cette crainte d'une union des classes populaires contre la classe bourgeoise, le projet qu'ils opposent, c'est le pacte racial, le pacte national. Et c'est notamment ce qu'on voit avec des figures emblématiques comme Zemmour. C'est dire, mais en fait, les intérêts économiques, on s'en fout. Là, ce qui est vraiment vital, c'est l'existence de la France et qui prône une alliance en fait, entre tous les Blancs, que ce soit les Blancs les plus pauvres, avec les Blancs les plus riches. Parce que les immigrés viennent voler le travail. Voilà, les immigrés viennent voler le travail, mais même plus que ça, ils viennent nous tuer, ils viennent nous violer. Violer les femmes. Ils violent les femmes. D'ailleurs, le seul moment où ils sont féministes, c'est quand il y a des immigrés. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, quitte à mentir, quitte à dire que la plupart des violeurs sont des étrangers, ce qui est faux, on sait très bien. Et... Ça, tu vois, ça, c'est aussi un truc, il faudrait 4 heures pour essayer d'expliquer. En fait, il y a toute une manipulation statistique autour du viol commis par les Noirs et les Arabes. Et en fait, ils vont nous montrer que, regardez, le nombre de détenus en raison de viol, c'est des Noirs et des Arabes. Oui, mais pourquoi ils ont été arrêtés? Parce que c'est des viols qui se font davantage dans la rue, mais pas dans l'espace familial. Donc, c'est beaucoup plus facile pour la police d'intervenir. Surtout que la police surveille davantage cette population. Mais on sait tous que le viol, c'est quelque chose... S'il y a bien un truc qui est transclasse, c'est le viol, veut dire tous les hommes, peu importe leur classe, peu importe leur race, viol. Donc voilà, il y a tout un discours autour. Puis on sait que la justice est raciste aussi et que la police est raciste aussi et qu'on va condamner plus facilement. Et même, je veux dire, encore le tabou autour de ça, c'est-à-dire que les violences sexuelles, c'est au final majoritairement dans le cercle proche. Et de dénoncer le cercle proche, c'est difficile. Mais je trouve que le truc le plus emblématique de ça, ça a été l'affaire, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est l'affaire Mazan. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, on voit que les violeurs, il y a tout. Ouais. Il y a absolument de dans une campagne avec une circonférence de 80 km à la ronde, il y a tout le monde quoi. Ils sont 90, 100 et il y a toutes les couleurs, tous les âges. Voilà. Donc on voit que c'est totalement partagé. Et donc en fait le pacte racial, c'est de dire en fait aux pauvres, aux classes populaires blanches, plutôt que de s'allier dans un intérêt de classe, peut-être qu'il faudrait sauver les intérêts de race, les intérêts de la supériorité blanche, et alors ils vont pas le dire comme ça, ils vont pas dire les intérêts des blancs, mais ils vont dire la grandeur de la France, les intérêts de la France, les valeurs républicaines. Voilà, les valeurs républicaines, c'est ça en fait, c'est ça qu'on entend. Et en fait, il y a pour certains classes populaires, en fait, il faut pas nier que ça représente parfois leurs intérêts. C'est-à-dire qu'au fond, les classes populaires, on sait, et nous on le sait tous, qu'en France, quand on voit l'état du monde, on vit plutôt bien. On vit plutôt bien. Et pourquoi on vit plutôt bien ? L'impérialisme, le vol des richesses. Si on paye le café si cher, c'est qu'il y a des ouvriers dans le sud qui travaillent pour 10 centimes de l'heure. Et en fait, ça nous arrange assez bien. Donc, en fait, il y a un truc. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer les racistes seulement comme des gens bêtes, méchants, qui n'ont pas eu accès à la culture et au savoir, et que le monde, il est... On va aller leur expliquer, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que c'est pas bien d'être raciste. Non, il y a des intérêts à être raciste. D'ailleurs, nous, c'est le point important à dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision morale, parce qu'on comprend que les Blancs soient racistes.
Non, mais on comprend. Je veux dire, nous-mêmes, si on était blancs, peut-être qu'on aurait été ORN. En fait, c'est le truc à se dire, c'est que c'est pas une question seulement d'intelligence. En fait, c'est des questions d'intérêt. Et si nous, on est antiraciste, si beaucoup de Noirs et d'Arabes sont antiracistes, c'est pas parce que les Noirs et les Arabes sont plus gentils que les autres. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre camp politique, dans l'antiracisme politique, surtout dans Parole d'honneur ou dans le pire, c'est qu'on n'est pas du tout en mode « Ah, on est gentil, hein ». Non, on est des connards. Non, mais on est aussi des connards, on est profondément des connards. Et si les Noirs et les Arabes, mais c'est pareil avec les femmes, si les femmes sont davantage féministes, c'est pas parce qu'elles sont meilleures que les hommes. Non. C'est qu'elles ont plus intérêt à la libération des femmes. Les homosexuels ont plus intérêt à la libération des homosexuels. Les Noirs et les Arabes, on a plus intérêt à la libération des Noirs et des Arabes. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'au final, mais c'est pareil aussi pour le discours féministe, c'est qu'au final, les hommes aussi ont Tout intérêt le monde à voilà. In fine, même si ça paraît compliqué à court terme, parce qu'en fait, on va perdre des privilèges, ça va être compliqué et tout, ça va être plus difficile. In fine, c'est quand même la globalité a plus intérêt à ça. Et donc, le pacte racial, au final, oui, les Blancs ont aussi intérêt, là, vu la situation, à se resserrer autour de la nation. Surtout avec, on voit que ça va s'exacerber avec la catastrophe climatique, les réfugiés qui viennent et tout, et se dire, ah putain, mais en fait, la part du gâteau, elle est petite. J'ai pas envie de le partager avec les Noirs et les Arabes. Sans se rendre compte que, en fait, qui c'est qui prend le plus de la part du gâteau ? C'est la bourgeoisie. En fait, la part du gâteau, on pourrait facilement la partager entre tous, sauf qu'il y a une grande part qui est volée par les classes dominantes. Et en fait, il nous reste un petit peu entre nous, les classes populaires. Et en fait, il y a un calcul qui se comprend, c'est-à-dire que, au final, c'est beaucoup plus facile de s'en prendre aux Noirs et aux Arabes, de s'en prendre aux immigrés, de s'en prendre à ceux qui sont que de renverser le système. Voilà, parce que la bourgeoisie, elle va être là pour dire ah oui, je vais t'aider en plus. On va faire des politiques pour que toi, tu aies un peu plus de cookies et que eux, ils aient rien. Mais et donc, je pense qu'il y a un côté, je pense qu'il y a aussi un côté un peu effrayant de se dire ah mais en fait, c'est plus facile de se battre contre eux, alors que se battre contre les classes dominantes, là, ça demande beaucoup d'efforts. Et là même, il y aurait beaucoup à perdre. Je pense qu'il y a aussi ça qui explique que les classes populaires, c'est aussi psychologiquement, c'est plus simple de s'en prendre à celui qui est en dessous. Donc voilà, moi je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est tu peux pas comprendre aussi la crise actuelle sans comprendre la crise économique et l'idée que il y a moins à partager. Mais là, il y aurait un discours à avoir, c'est se dire mais est-ce que c'est vraiment ça qui vous fait rêver ? Moi, le discours que j'aurais à dire aux classes populaires, c'est que moi je comprends l'idée du pacte racial dans l'absolu, je comprends que à court terme ce soit votre vision, mais in fine, avec la catastrophe écologique, la crise économique qui va durer, c'est quoi votre monde idéal ? C'est-à-dire, c'est quoi ? On se barricade, veut dire on met des murs autour des frontières et on laisse les gens mourir en dehors et on vit dans la peur parce que, de toute manière, la misère fait que des gens vont essayer de venir, même au prix de la mort. C'est-à-dire, entre mourir dans un pays en guerre ou essayer, au risque de sa vie, de venir et d'être dans une situation un peu meilleure dans le Nord, ils vont, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ils vont se déplacer. Donc, je veux dire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que leur vision politique, le projet qu'ils nous promettent, il est dystopique. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une Europe où, en fait, on est barricadé et on laisse les gens mourir. Mais je serais pas heureux. Donc, je pense qu'il y a aussi ce discours-là à dire pour combattre ce pacte racial, de dire, mais déjà... ça fait pas rêver, quoi. C'est pas du tout un truc qui est... Même vous, je pense que même au final, il y a un moment donné où il va y avoir une culpabilité, où tu peux pas vivre comme ça. Et on le voit, par exemple, l'exemple, c'est qu'on le voit avec la Palestine. Ouais, mais je veux bien qu'on en parle parce que sur ce modèle-là, de toute façon, c'est toujours le cas sur le racisme, c'est toujours une déshumanisation d'une certaine catégorie de personnes. Et là, avec la Palestine, pour le coup, c'est presque difficile à concevoir à quel point on a réussi à déshumaniser autant les Palestiniens, les Palestiniennes, et même ça s'étend au monde arabe en général parce qu'ils commencent à envahir le Liban aussi maintenant. Et comment est-ce qu'on même on peut l'expliquer ça ? Déjà, moi je trouve, alors c'est mon côté un peu bizarre à trouver des points positifs dans des trucs affreux, mais je trouve qu'il y a un point positif dans la déshumanisation, c'est que ça signifie que l'humain, il a une empathie. C'est-à-dire que quand tu considères l'autre humain, forcément, tu vas avoir un sentiment d'empathie, de solidarité. Et je trouve, en fait, ce qui est intéressant dans le truc de déshumanisation, c'est qu'ils savent qu'il y a des horreurs qui se passent et qu'ils ne pourraient pas l'accepter. Et que le seul moyen pour eux, intérieurement, de l'accepter, d'accepter qu'il y a des gens qui meurent comme ça, c'est se convaincre que, mais en fait, c'est des monstres.
C'est des monstres donc ils doivent mourir. Oui, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne, bien c'est sûr. ça qui est... Ah non, mais c'est ça qui est dramatique. Ouais. Mais en fait, c'est se dire que il y a quand même un discours à avoir là-dessus. Et ça fonctionne, mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est le produit de toutes les politiques raciales depuis des centaines d'années, et aussi tout le produit autour de la guerre du terrorisme, au terrorisme, qui a lieu depuis les années 90 et surtout après 2001. Et qui sert à justifier Et les lois horribles qui sert à- actuelles. Ouais. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire il y a 15 ans. On disait, mais les lois autour du terrorisme, que vous vous en foutiez des Noirs et des Arabes, parce que les lois sur le terrorisme, ça touchait surtout les Noirs et les Arabes. Que vous vous en foutiez des Noirs et des Arabes, on peut le comprendre. Mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ça va être vous les prochaines victimes. Ouais. Voilà. Et on le voit maintenant. Les éco-terroristes, Voilà, les militants de éco-terroristes gauche. et tout. Ouais. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que la guerre au terrorisme, et qui présente en fait ça comme une guerre de civilisation, en fait, c'est les civilisés, c'est-à-dire l'Occident, le Nord, contre les barbares, les terroristes, les barbares du Sud. En fait, ça sert aussi à instaurer un régime autoritaire et un régime liberticide. C'est l'état d'urgence qui... Voilà. Ouais. Je veux bien que tu en parles. En fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est difficile de juste ces trucs de caméra surveillance, que votre vie elle soit épiée, elle soit surveillée et tout, les gens ne l'accepteraient pas. Mais si on explique au départ que c'est pour surveiller une certaine population, mais non, mais c'est eux qui volent et tout. Qui vont venir vous tuer. Qui vont venir vous tuer. Petit à petit, les gens acceptent, surtout qu'ils s'en foutent de ces gens-là. Et que, en fait, petit à petit, ça devient hégémonique. Et petit à petit, on accepte. Et on se dit, c'est normal qu'il y ait des caméras de surveillance de partout. C'est normal qu'on se fasse contrôler. C'est normal qu'il y ait des militants qui se fassent soulever à 6 h du matin. Petit à petit, on a accepté ça. Et petit à petit, on a aussi laissé faire l'État qui a mis un paradigme, mais aussi des dispositions qui permettent de faire ça. Qui permettent de faire en sorte que on peut facilement réveiller des militants parce qu'ils vont préparer une manifestation contre une bassine et tout. Donc, les mettre en garde à vue de manière préventive alors qu'ils n'ont rien fait. Enfin, non, mais même tout autour qui sont des trucs liberticides. Mais il y a aussi, par exemple, le délit de solidarité. Ouais. Je veux dire, le truc Cédric Héroux qui se fait arrêter, Vas-y. on l'a accepté, non mais parce que il aidait des voilà, migrants. il aidait des migrants à passer la frontière parce qu'ils allaient mourir et tout, et voilà, on a inventé le délit de solidarité. Mais ça a été des politiques depuis des années de déshumanisation, de dire mais eux ce sont pas totalement des humains, ça représente un danger pour notre société, pour notre civilisation. Et oui, c'est ce qui se passe en Palestine. Et en fait c'est ça qui... Il y a quand même un point positif, c'est que j'ai l'impression, et on le voit notamment là avec les derniers événements sur Amsterdam, et même là sur France-Israël. Il y a eu le match hier. Tu parles du foot. Voilà, le match de foot France-Israël. Et on voit que ça a été l'affluence historiquement la plus basse. Ouais. Le stade était à moitié vide. Ouais. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre tout le discours politico-médiatique qui est fou sur cette question, qui est pro-israélien totalement, et qui présente les Palestiniens et tout comme... Qui refuse de voir le génocide et qui reste bloqué sur le Hamas. Et... je pense qu'il y a plus en plus de gens qui se rendent compte de ça, qui ne sont pas dupes, et qui même, malgré toute la déshumanisation que tu peux avoir, ne peuvent pas rester insensibles devant des enfants qui meurent en Palestine. C'est-à-dire qu'il y a des images horribles qui est partout. Et en plus, merci Internet. C'est-à-dire que les gens ne se renseignent plus seulement à la télé et ont Internet et voient les images. Et moi, je trouve qu'il y a un truc positif, c'est que malgré tout le discours autour de la déshumanisation des gens, il y a beaucoup de Français qui sont quand même en n'ayant pas une bonne image de la Palestine, même en n'ayant pas une bonne image des musulmans, des Arabes, même en imaginant que en fait c'est un pays d'islamistes, se disent non mais là c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Donc on voit que le processus de déshumanisation, il a quand même des limites. Okay. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce processus de déshumanisation, il y a un truc qu'on dit pas souvent, et il y a un truc qui m'énerve, qui me rend fou, c'est que pour parler des victimes civiles en Palestine, en fait, quand on parle des civils, on dit il y a minimum 50% de victimes civiles, voire 60%, 70%. Et en fait, quand on demande c'est quoi les victimes civiles, on dit c'est les femmes et les enfants. Et les hommes. Et oui, et je suis en mode, mais en fait, ce qu'implique ce discours, c'est dire que tout homme arabe, que ce soit au Liban, en Palestine et tout, tout homme arabe de plus de 14 ans est un terroriste. Voilà, et ce n'est plus un civil.
Ce n'est plus un innocent. Et c'est quelque chose que personne n'interroge. Ça me fascine qu'à la télé, les femmes et les enfants. Et je me dis, mais c'est pas quelque chose qu'on me fait avec les autres. Je veux dire, en Ukraine, même en Israël, qui a eu le terrible 7 octobre, étaient comptés dans les civils aussi des hommes. Bien mais sûr. non, là, il y a une déshumanisation telle des hommes arabes que. Bon, bah non, c'est un potentiel terroriste, un potentiel soldat. Et c'est ça aussi qui est intéressant à voir aussi, qu'il y a différents degrés de déshumanisation. Ouais. Et je dis ça, j'alerte sur la condition des hommes qu'on voit comme forcément féroces, mais on voit que, bon, des femmes et des enfants, même les femmes et les enfants palestiniennes, il y a un peu l'idée, bon, bah oui, c'est triste, mais ils avaient qu'à pas soutenir, ils avaient qu'à pas vivre là, nul n'est innocent. Et d'ailleurs, on voit comment, selon... parce que je voudrais préciser que nous, à chaque fois sur Israël, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, pour nous, Israël, ce n'est pas les Juifs, Israël, c'est l'Occident. C'est important à le dire, c'est toujours, Israël est un projet occidental. Israël, veut dire, et d'ailleurs, le sionisme est un projet occidental. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de demander aux gens, c'est qu'ils disent, ah non, mais le sionisme, c'est le judaïsme, c'est les Juifs. Mais alors, pourquoi c'est apparu à cette période Pourquoi Israël n'a pas existé avant? Pourquoi on ne retrouve pas dans les écrits des Juifs du Moyen-Âge ou d'avant cette volonté de créer un État-nation israélien? C'est déjà parce que l'État-nation, c'est quelque chose de moderne et que c'est un projet, et qui, d'ailleurs, qui peut se comprendre. Moi, je peux comprendre la légitimité. Il y a une forme de légitimité dans le sionisme. Qu'est-ce qu'on fait après la Seconde Guerre mondiale? Voilà, il y a, je veux dire, l'antisémitisme européen qui a fait que ça a été une des propositions, et je comprends qu'il y a des juifs qui ont pensé que le moyen d'être en sécurité avec l'antisémitisme virulent en Europe, c'est le sionisme, c'est l'idée d'avoir un État-nation. Alors nous, on dit que c'est une fausse solution. C'était une bêtise déjà de base. C'était une bêtise. Nous, on est contre tous les États-nations, et je préviens même l'Algérie. Il y a beaucoup de gens, ah ouais, l'Algérie, non, mais les gens, ça a été une lutte d'indépendance nécessaire par rapport à la colonisation, mais nous, c'est pas le but final. Il faudrait dépasser le cadre des États-nations. Mais bref, voilà. Et donc, le projet israélien, c'est un projet occidental. Okay, et en fait, les Occidentaux voient dans des Israéliens, non des Juifs, mais des Occidentaux. Et en fait, ils veulent faire croire qu'il y a une défense des Juifs, de lutte contre l'antisémitisme. C'est faux. Et on voit le traitement qui est réservé aux Juifs antisionistes, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui sont traités comme des moins que rien, et même on dit des Juifs qui se détestent, des faux Juifs et tout. Donc on voit qu'il y a de l'antisémitisme derrière. Et aussi le traitement qui a été fait des Juifs arabes dans le monde arabe. Il faut savoir qu'en Israël, il y a eu toute une politique de désarabisation des Juifs. C'est-à-dire, en fait, on oppose Juifs et Arabes, mais en fait, il y a des Juifs arabes. Et je veux dire, tu as des Juifs qui disaient Inch'Allah, parce que, mais en fait, c'est juste le terme arabe pour dire si Dieu veut. Tu vois. Donc, il faut aussi se dire ça, c'est que c'est un projet totalement raciste dont les victimes étaient aussi les Juifs. Donc là, j'invite à lire El Shoat, qui est le sionisme du point de vue de ces victimes juives, et qui montre comment le sionisme, en fait, ça a été un projet européen qui a été imposé aux Juifs arabes, qu'en fait, on a coupé le lien entre les Juifs et les musulmans. Ce qui ne veut pas dire que tout était parfait, mais qu'il y avait davantage une cohabitation qu'on a vue dans l'Europe. Et donc, sur la déshumanisation, on voit qu'en fait, le 7 octobre, il y a eu tout un discours avec l'idée « rien ne peut justifier la mort de civils ». Et en fait, 2 semaines après, il y avait des gens qui justifiaient la mort de civils, qui disaient « oui, mais c'est triste, mais vous comprenez, le Hamas, oui, mais c'est pour les libérer ». C'est des dommages collatéraux. Voilà, c'est de dommages collatéraux. Et on a encore tout le discours qu'on nous resserre depuis 40 ans sur « c'est pour les libérer ». On a eu ça en Irak, on a eu ça en Iran, on a eu ça en Afghanistan. C'est pour libérer les homosexuels, c'est pour libérer les femmes, c'est pour libérer les Palestiniens. En les libérant, oui, là on les libère de tout. Voilà, on les tue. Mais c'est là qu'on voit vraiment le 2 poids 2 mesures sur l'humanité. C'est-à-dire que d'un côté, rien ne peut justifier la mort de civils, et moi je suis d'accord, rien ne peut justifier la mort de civils, mais qu'on voit 2 semaines après, les mêmes qui nous disaient que rien ne peut justifier la mort de civils étaient en train de justifier la mort de civils. Pourquoi ? Parce que c'était des Arabes, et donc c'est vu comme des sous-hommes, des sous-humains. C'est pas vu comme... c'est Achille Mbembe qui parlait de nécropolitique, c'est-à-dire que les non-blancs, c'est des corps dont on peut justifier la mort. C'est même des corps prêts à mourir. C'est qu'on voit qu'il y a une autre morale qui est appliquée quand le corps n'est plus blanc. Et ça, c'est l'héritage de notre histoire coloniale aussi qui a permis de penser comme ça les corps non blancs. Oui, il y a toute une continuité sur quels corps sont disposés à vivre et quels corps sont disposés à mourir. Et il y a toujours l'idée que les corps non blancs sont davantage disposés à mourir que les corps blancs. Il y a davantage une protection de l'intégrité
de la liberté et de l'intégrité des corps blancs que des corps non blancs. Et en fait, il y a un livre très intéressant qui s'appelle La contre-histoire du libéralisme, je crois que c'est Losurdo, je ne sais plus le nom exactement, et qui montrait qu'en fait, tout le discours autour du libéralisme, hein, des Lumières, de la liberté individuelle, bah lui, il te fait une contre-histoire, il te dit, mais en fait, depuis le début, quand on parle de la liberté individuelle, on parlait de la liberté individuelle des Blancs. En fait, ne pensez pas qu'on parlait de la liberté individuelle des êtres humains en général, mais en fait, eux parlaient des êtres humains, mais ils comprenaient que pour eux, les êtres humains, bah, c'était les Blancs. Les autres, c'était des barbares. Ils savaient pas. Et le barbare était beaucoup au lien aussi avec la manière de cultiver la terre, l'appropriation des territoires et tout. Et en fait, il y avait l'idée que bah, eux, c'est pas des êtres civilisés. Ils savent pas faire fructifier le capital, la terre et tout. Ce sont des barbares. Ce sont des barbares, donc ils ne rentrent pas dans notre définition des êtres humains. Et donc la liberté des êtres humains, bah, les seuls êtres humains, c'est ceux qui sont civilisés, c'est les Blancs. Nous, on sait que évidemment que les masculinités, les féminités sont des constructions sociales et qu'elles ne sont pas construites de la même manière selon si on est blanc ou si on est racisé. Ouais. Ça rejoint ce que tu disais sur les corps qui ne sont pas perçus de la même manière. Tu peux développer un peu sur comment on a construit les masculinités des hommes arabes et les féminités. J'ai l'impression que c'est un peu genre les femmes sont soumises, les hommes sont des terroristes. Ouais. Mais en fait, alors, c'est un sujet compliqué, la masculinité, parce que beaucoup ont une approche un peu morale de la question et croient que quand on veut parler de la diversité qu'il y a autour de la masculinité et du fait que bah, tous les hommes ne sont pas dominants de la même manière, ça voudrait dire obligatoirement dire « Ah, mais il y a des hommes qui sont victimes, il y a des pauvres petits hommes, faut faire attention et tout ». Alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je préfère préciser. Personne dit que les hommes arabes ne sont pas des violeurs. En fait, ce qui m'avait interrogé, c'est qu'on parlait beaucoup d'intersectionnalité pour parler des femmes. Et ce qui est vrai, veut dire la diversité de l'expérience féminine et des identités féminines. Et il n'y avait pas ça pour les hommes, ce qui est pourtant une évidence. Veut dire, il n'y a pas une seule catégorie homme, il y a une diversité là-dedans. Il y a une diversité qui est due notamment. Il y a la question de la classe. Il y a une autrice très intéressante, c'est Raewyn Connell, qui a beaucoup travaillé sur ça, sur la masculinité. Et elle, c'est beaucoup plus sur les masculinités populaires, des classes populaires, et de montrer qu'en fait, il y a une masculinité hégémonique, celle des hommes dominants, et les autres masculinités subalternes, qui est en fait celle des hommes de classe populaire. Et subalterne, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir la capacité de dominer. Mais c'est juste que sur l'échelle de la hiérarchie sociale, bah, ils occupent les strates les plus basses. Et ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est aussi l'aspect racial. Alors il y a des auteurs comme Tommy Curry qui le travaillent, The Man Not, sur les hommes noirs, les hommes qui n'en sont pas, et de voir comment en fait la question raciale vient, je dirais pas renverser les cartes, parce que c'est pas ça, c'est pas l'idée de dire qu'ils sont dominés, mais vient de rendre encore plus complexe cette question de la masculinité, de la domination masculine, et de montrer que paradoxalement, il peut y avoir des situations dans lesquelles c'est moins favorable d'être un homme plutôt qu'une femme, et notamment avec la question raciale. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux d'être une femme arabe qu'un homme arabe, mais il y a des situations dans lesquelles police. Voilà, la police. Oui. Moi, en fait, ce qui me fascine, c'est tout le rapport à la police, et qu'on ne voit pas, en fait, parce qu'on va dire que mais c'est que le racisme. Mais c'est pas seulement le racisme. Parce que si c'était seulement le racisme, les femmes noires et arabes seraient aussi victimes de ça. Non, c'est parce que je pense les hommes non blancs sont perçus comme dangereux, comme violents, comme... Mais c'est aussi... En fait, je suis pas en train de dire... vous voyez les films... Parce que c'est aussi le produit du patriarcat. C'est qu'il y a aussi une concurrence masculine là-dedans. Et c'est aussi tout un truc de virilité, de je vais dompter ces corps-là, ils sont dangereux. Et il y a aussi tout un imaginaire dans la police, ceux-là, ils vont violer nos femmes et tout. Donc c'est pas du tout de dire, vous avez oublié ça. Non, c'est aussi le produit du patriarcat. Mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, nous, les critiques qu'on a un peu dans l'intersectionnalité parfois, c'est de dire ils sont hommes et arabes. C'est des trucs qui s'additionnent. Alors que non, ce sont des hommes arabes. Ça marche ensemble, ce sont des hommes noirs, ça marche ensemble, et ça va donner des discriminations spécifiques, comme femmes noires, ça va donner des discriminations spécifiques. Et dans les hommes noirs et arabes, c'est l'idée que soit ce sont des sous-hommes, soit ils sont trop hommes, soit pas assez hommes. C'est les deux qui marchent ensemble. Mais ils ne sont jamais hommes comme il le faudrait. C'est-à-dire qu'il y a tout un délire autour de la virilité des hommes, mais ce n'est pas la virilité, c'est la survirilité. Parce que la virilité, c'est un homme qui sait se dominer. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans la violence comme ça d'un coup, c'est surviril, c'est sauvage.
Oui. Donc il y a vraiment cet imaginaire-là autour des hommes noirs et arabes. Et c'est pour ça que tout le délire autour des muscles et tout, de la violence, pour les hommes arabes, ça peut être parfois dans le... Mais ça, c'est un truc de classe populaire, de rapport au corps, de rapport à la force, que c'est bien vu. Mais c'est bien vu pourquoi? Parce que les conditions matérielles font que ils sont aussi dans des métiers où la force compte. Oui. Voilà, ce sont souvent des ouvriers, et donc il faut être fort pour faire ce travail. Et il y a aussi une opposition par rapport à la bourgeoisie, de se dire, mais eux c'est des faibles, c'est des femmelettes, nous on est des hommes. Alors certes, ils nous dominent économiquement, symboliquement, mais si je le vois dans la rue, je le claque. Donc, et je suis pas en train de dire que c'est bien, mais il faut aussi comprendre là-dedans. Et donc il y a ça chez les hommes noirs, qui sont vus comme survirils et tout, et aussi comme profondément dangereux et surtout à l'égard des femmes. C'est tous les écrits de Frantz Fanon sur corps noir, masque blanc qui travaillent beaucoup sur ça, où l'homme noir, c'est l'homme violeur. Il dit même, en fait, quand les blancs voient un homme noir, il y a beaucoup pour eux l'image du pénis, et c'est là où on voit la concurrence virile. C'est-à-dire que la protection, tu sais, tout le délire, et il y a ça aussi chez les Arabes, hein. Il y a la négrophobie, c'est notamment Bassem sur les Noirs. Alors Bassem, pour ceux qui ne connaissent pas, Vas-y. c'est une figure, c'est un influenceur tunisien, franco-tunisien, et qui est en fait d'extrême droite, qui est très populaire, qui est assez populaire sur YouTube et tout, et dans un public maghrébin, et qui a en fait plein d'idées racistes, sexistes, même islamophobes. Il s'en prend à des femmes qui portent la hijab, toutes en se disant musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est tout le délire qu'il a autour des Noirs. Et il a la formule, les Noirs sont nos frères, mais pas nos beaux-frères. C'est-à-dire que on peut être ensemble et tout, par contre, vous n'allez pas avoir ma femme. Mais moi, je suis persuadé que là-dedans, en fait, il y a un truc viril. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'effraie, c'est que dans un noir, il va avoir l'énorme pénis, parce que c'est l'imaginaire qu'il y a autour des noirs, et que lui, il est d'accord pour qu'un blanc soit avec sa sœur, pour qu'un asiatique soit avec sa sœur, mais pas un noir. Et moi, je suis persuadé qu'il y a dedans une panique virile autour de ça, de la concurrence, parce que l'idée des performances qui seraient inhérentes au corps noir et tout, mais je suis persuadé qu'il y a ça là-dedans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça peut impacter aussi la construction masculine des hommes noirs et arabes. Et de se dire, en fait, il y a un paradoxe, c'est que quand tu es un homme noir, tu es vu comme profondément viril, profondément dangereux, profondément... en concurrence aussi. Voilà, la concurrence. Donc, ça va jouer dans ta relation avec les autres hommes, et ça va jouer aussi dans ta relation avec les femmes. C'est fou parce que historiquement, c'est quand même vachement plus les hommes blancs qui ont violé les femmes noires et arabes, quoi. Oui, mais... Donc il y a un truc de possession du corps aussi de la femme non blanche qui est assez, et c'est intéressant de voir aussi en fait comment ça a pu être récupéré, tous les discours autour de la pseudo-défense des femmes pour en fait s'en prendre aux noirs, et le nombre de lynchages aux États-Unis sur des hommes noirs, juste par des accusations qui, au final, se sont révélées fausses. Mais c'est là que tu vois la complexité de dire, oui, les hommes sont dominants, mais il y a aussi une hiérarchie chez les hommes. Les hommes ne dominent pas de la même manière. Et même, tout le discours autour de la masculinité toxique, il faut aussi avoir un regard critique sur ça, et de voir en fait comment les hommes dominants peuvent en fait se débarrasser de tous les points noirs de la masculinité qui leur permettent leur domination pour les mettre sur les hommes de classe populaire. Parce qu'en fait, on va beaucoup axer sur la masculinité toxique, et en fait, on va viser les hommes de classe populaire, pas les hommes dominants. Parce que les autres hommes, quand on voit les hommes dominants, les Emmanuel Macron, les Justin Trudeau, alors c'est moins le cas maintenant avec les Trump et tout qui reviennent sur un truc de virilité pour conquérir les classes blanches, mais on a une certaine partie de la bourgeoisie qui va jouer sur l'homme élégant, fin, respectable. Alors que Darmanin... Voilà, qui en même temps mène les politiques les plus horribles du point de vue féministe, et qui sont prêts à ouvrir la porte à l'extrême droite. Parce que en fait, ce qui m'énerve un peu dans le discours parfois un peu lambda féministe, c'est l'idée qu'il faut se déconstruire. Oui, mais tous les hommes n'ont pas le même intérêt à se déconstruire. Quand tu es à l'aise économiquement, quand tu es à l'aise culturellement, quand tu es bien installé et tout, c'est facile pour toi de déconstruire ton sexisme. C'est facile pour toi de dire que mais moi je suis un féministe, je partage les tâches. Mais sauf que quand tu es dans les classes populaires, il n'y a pas grand-chose qui t'invite à déconstruire ta masculinité. Même au contraire, ton environnement te laisse penser que sois un bonhomme. Sois un vrai bonhomme pour t'imposer, tu vas avoir du succès et tout et tout. Et donc là, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça, il ne faut rien y faire, mais qu'il faut essayer. Et je n'ai pas la réponse, c'est ça qui est dramatique là-dedans. C'est que je n'ai pas la réponse, mais ce serait intéressant d'élaborer un discours
qui pourrait permettre de déconstruire, d'avoir un discours critique autour de ces tests. Qu'ils aient plus le choix, en fait. Voilà, qu'ils aient plus le choix. Et je pense que notamment, c'est d'améliorer leurs conditions de vie. Améliorer les conditions de vie des classes populaires et des hommes des classes populaires, ferait en sorte qu'ils soient moins attachés à cette virilité, même, et qui limitent leur vision du monde et tout, qu'ils soient moins attachés à ça, et qui, in fine aussi, libèrent un peu plus les femmes des classes populaires. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant chez Horia Boutelja, elle dit, mais moi, mon combat prioritaire, c'est le racisme, c'est pas le féminisme, mais c'est à travers ça que je veux aussi lutter de manière féministe, parce qu'en fait, vous menez la vie dure à nos hommes. Alors nos hommes, ça doit être nos maris, nos frères, nos pères et tout, et qui sont les premières victimes de ça, sur qui vont se défouler, c'est nous les femmes. Et je pense qu'il y a pareil aussi sur les classes populaires. Ouais, bien sûr. Quelles sont les premières victimes aussi? Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas un discours en direction des hommes à avoir plus spécifiquement sur cette virilité, mais que ça passe aussi par l'amélioration générale des conditions de vie. Ouais. Ouais, c'est un truc assez... Et encore une fois, le pire discours à avoir, mais même du point de vue des hommes, des classes populaires noires arabes, c'est de faire croire que c'est des victimes. Même du point de vue stratégique, ça serait le pire truc, parce qu'en mode, mais je suis pas une victime, moi. Donc, ce qui est important à dire, en plus, personne fait ça vraiment sérieusement, à part les racistes et les antiféministes qui disent arrêtez de vous victimiser. Oui, mais personne n'a ce discours-là de manière sérieuse. Oui, le truc de la victime. Moi, j'aime pas ça. Oui, on n'est pas des victimes. Alors, on est victime d'oppression, mais on a quand même une force, on a quand même une ingentilité, on a quand même une liberté de pouvoir se battre contre ça. Donc voilà, c'est important de dire, mais non, l'idée, c'est pas de les plaindre, mais l'idée, c'est de dire, quel discours on peut avoir pour essayer de tous se libérer. Très bien. Et on retombe sur nos pattes parce qu'au final, c'est hyper matérialiste de penser comme ça. Et peut-être, faut qu'on arrête, mais une dernière question. Déjà, si tu veux ajouter quelque chose que la discussion t'a pas permis de dire, et peut-être parler des solutions pour lutter contre l'islamophobie. Des solutions pour lutter... Moi, ce que je trouve positif, c'est que c'est déjà quelque chose dont on parle de plus en plus à gauche. Donc, moi, je pense qu'il faudrait intensifier ce sujet-là et surtout pas l'ignorer. Je vois qu'il y a certains à gauche qui essayent de nous faire croire que pour gagner en succès, il faudrait éviter ces questions. Et en fait, moins on va en parler, plus on va gagner des voix. Des voix. Mais en fait, les stats montrent que non. Les stats montrent que la France insoumise gagne de plus en plus en affirmant la rupture sur cette question. Et qu'en fait, la solution, c'est d'aller dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans, ce sont aussi souvent des personnes de classe populaire. Et que, mais je pense pas. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de penser que les blancs de classe populaire sont profondément islamophobes et que si on parle de questions d'islamophobie, ça va les brusquer. Non, je pense qu'il y a des blancs de classe populaire qui sont totalement antiracistes. D'ailleurs, historiquement, quand tu vois l'histoire, tu vois qu'en fait, ça a souvent été un produit d'abord des élites qui ont diffusé ça dans les classes populaires, qu'en fait, dans les classes populaires, tu as toujours eu le discours, généralement, de on est tous pareils, face aux puissances, c'est bon, on est tous dans la même merde. Même dans la fin du Moyen-Âge et tout, le racisme était assez peu diffus dans les classes populaires. Et il y a aussi des trucs intéressants autour de la Révolution. Il y a Marc Bellissa qui a écrit un livre sur ça à la Fabrique, qui est intéressant de voir vraiment cette distinction entre les classes populaires et l'élite sur ça. Tu l'as vu d'ailleurs plus récemment sur les ronds-points, les gilets jaunes, ils parlaient pas de trucs racistes, ils parlaient de la bourgeoisie. D'ailleurs, moi, je me rappelle, et on s'était fait insulter sur ça dans l'antiracisme politique, c'est-à-dire que dès le début, alors qu'il y avait la gauche qui était un peu réticente à l'idée d'aller chez les gilets jaunes, parce qu'il y avait un peu, parfois, des gens qui exprimaient des idées racistes, et nous, on était en mode, mais vous vous attendez à quoi ? Toute l'hégémonie, elle est raciste, donc c'est normal que des petites classes moyennes ou des classes populaires, c'est normal qu'ils aient des idées racistes d'emblée, mais il faut arrêter, mais l'idée, c'est d'y aller. C'est d'y aller, d'avoir un discours antiraciste, et on a vu que ça a marché. On a vu que ça a marché, qu'ils ont fait l'expérience du terrain, l'expérience du militantisme et tout. Ils ont pu faire face aux flics. Ça leur a permis de s'interroger sur ça. Ils ont pu rencontrer des militants antiracistes, des militants antifascistes. Et ça qui leur ont dit, ça fait 25 ans qu'on se prend des flashballs, nous aussi. Mais je veux dire, en fait, il y a aussi l'idée de se dire, les gens, il n'y a personne qui est totalement antiraciste. Il n'y a personne qui est totalement antisexiste. On a tous en nous du sexisme, on a tous en nous du racisme, on a tous en nous de l'homophobie, parce qu'on vit dans des sociétés
sociétés qui sont homophobes, racistes, sexistes. Et quoi qu'on fasse, ça, je veux dire, on a intégré ces imaginaires-là. Je veux dire, on n'est pas plus fort que les structures. Et parfois, on a intégré, même en essayant de les refouler. Moi, c'est un exemple que je reprends souvent. C'est que moi, ça m'est déjà arrivé, je suis dans le métro, je vois un gros barbu venir avec son sac de sport, poser son sac, et pendant 3 secondes, je me dis, ah, imagine, il a une bombe. Tu vois, pendant 3... Et après, il me dit, putain, mais t'es grave et tout. Je me dire, mais oui, l'islamophobie, le racisme est tel que t'es obligé d'intégrer ce discours. Dire, l'idée, il faut arrêter de culpabiliser sur ça. Il faut arrêter, les structures sont là. Ce qui est important, c'est ce que tu fais politiquement. Après, voilà, on a tous des clichés. Et donc, se dire que les classes populaires blanches, il faut arrêter de les fantasmer comme forcément racistes. On peut avoir des discours islamophobes qui peuvent entendre. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir un discours à l'égard des classes populaires blanches. Et en fait, l'idée, ce serait de... C'est ce qu'on essaye, nous, de développer, c'est comment rendre une dignité, parce que pour nous, c'est un mot important, la dignité. C'est pas que des trucs économiques, il y a aussi une dignité. Tu peux être pauvre et digne, c'est important, la dignité. Comment rendre une dignité aux classes populaires blanches qui ne soient pas racistes, tu vois, qui ne soient pas... quelque chose que j'essaie de développer, c'est de dire, mais moi... j'aime la France, oui et non. C'est-à-dire que quand vous me dites est-ce que tu es fier de la France, bah, c'est quelle France dont vous parlez. Ouais, ça dépend. Voilà, parce que la France, il n'y a pas une France. Moi, si c'est la France de Napoléon, de Gaulle, moi, je m'en bats les couilles, je la déteste. Par contre, la France de Louise Michel, ah bah là oui. Ouais. Ah là oui, on parle d'une féministe, anarchiste, qui a pris le camp des Kanaks, qui a eu la révolution en Kanaki. Moi oui, la France de René Vauthier, qui a été un cinéaste qui pendant la guerre d'Algérie a décidé de rejoindre le camp algérien, a décidé de lutter contre avec les indépendantistes, et qui même... Par erreur, je vais juste raconter ça parce que c'est incroyable, René Vauthier, j'ai un amour pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des soldats algériens qui l'ont arrêté parce qu'ils ne savaient pas qui il était et ils l'ont torturé. Ils l'ont vraiment torturé, mais de ouf. Il a réussi à s'échapper et malgré ça, il a continué à soutenir l'Algérie. Il a continué à dire, mais il ne le savait pas, c'est pas grave. La lutte dépasse mon cas à moi. Voilà, ça, moi, Jean Genet. Jean Genet, qui est une figure, et il aussi, j'ai beaucoup d'amour pour Jean Genet parce qu'il était aussi en accord avec ses idées sombres. C'est-à-dire qu'il a soutenu les Arabes, mais parce qu'aussi il avait un fantasme sur les Arabes, mais il ne le cachait pas. Mais il a pris le camp du Black Panther Party, il a pris le camp de la Palestine. Et donc, moi, je veux dire, il y a une côté de la France qui me rend très fier. Et je pense que ça, c'est une piste à dire. C'est-à-dire, bah ouais, il y a un moyen de rendre une dignité aux Blancs, parce qu'il y a aussi du beau là-dedans. Je veux dire, nous, on n'est pas. En fait, ce qu'il faut éviter dans la caricature du décolonial, c'est de faire croire que dans la modernité, tout est à jeter. De faire croire que dans l'Occident, tout est à jeter. C'est faux. Il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs à garder, il y a des trucs qu'il ne faut pas se mentir. On vit bien quand même. Dire les libertés individuelles, ouais, je suis d'accord et tout. Mais de voir aussi ce qui est à jeter et de voir aussi ce qu'on peut se nourrir dans le Sud. Et je pense que voilà, essayer de voir qu'est-ce qui peut rendre une dignité aux Blancs. Et c'est le truc qu'on propose en ce moment, les beaufs et les barbares. Peut-être que le point commun, c'est que ils nous détestent au fond. Au fond, ils nous méprisent et tout, et peut-être qu'on a intérêt commun à lutter ensemble. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant.